En 2025, si tu vises une grande école de commerce via les concours AST, avoir un gros score au Taj c'est devenu obligatoire. Sauf qu'entre tous les supports, les conseils qu'on entend à droite à gauche, ceux qui s'improvisent professeurs, on sait plus où donner de la tête. Alors si tu vises un gros score, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner les 4 clés pour travailler efficacement et obtenir un score qui t'ouvrira les portes de l'école de tes rêves. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Grégoire Leroc, j'ai intégré l'ESSEC via les concours AST. À l'époque, j'avais eu 507 sur 600 qui était le plus gros score avant la réforme du Taj. En décembre 2024, j'ai obtenu le score de 547 sur 600 qui est le plus gros score depuis la réforme du Taj. Et depuis 3 ans maintenant, avec AST Prep, on a aidé des milliers de candidats à intégrer leur école de rêve. Cette vidéo, elle est issue d'une conférence que j'avais donnée à Audencia en début d'année aux candidats de l'année précédente. Et je trouvais ça intéressant de la retranscrire également ici pour que vous puissiez bénéficier des conseils. La première clé pour travailler efficacement son Taj est aller chercher un score supérieur à 400, 450, voire 500 sur 600, c'est de structurer correctement son apprentissage. Pour ça, il faut comprendre un principe fondamental des révisions, c'est qu'il faut être plus sous-test orienté que Taj orienté. Je m'explique. Au Taj, donc, vous avez 6 sous-tests. Compréhension de texte, calcul, raisonnement, argumentation, condition minimale, expression et logique. Ces 6 sous-tests sont notés sur 60, la somme donc vaut 360, multiplié par 10 sixièmes donne un score sur 600. De prime abord, on se dit qu'il faut passer à peu près le même temps sur les 6 sous-tests et c'est une grosse erreur à éviter. En fait, il y a certains sous-tests dont la courbe de progression est logarithmique, c'est-à-dire qu'au début de vos révisions, elle va croître très fort et plus le temps va passer, plus la courbe de progression va s'aplatir. À l'inverse, il y a des sous-tests dont la courbe de progression est linéaire, c'est-à-dire que plus vous allez passer de temps à le réviser, plus vous allez gagner des points. Et si vous décidez de travailler en faisant beaucoup de Taj blanc, donc en faisant les 6 sous-tests d'affilée, au début vous allez progresser vite, mais plus le temps va passer, plus vous allez perdre du temps dans certains sous-tests où votre progression sera capée. À l'inverse, si vous décidez de concentrer vos révisions dans les sous-tests où la courbe de progression est linéaire, vous allez y passer beaucoup plus de temps, donc vous allez pouvoir aller chercher le maximum de points dans cela. Ça veut pas dire qu'il faut délaisser les autres, ça veut dire qu'il faut aller chercher le maximum de points possible dans chaque sous-test. Mais alors ces sous-tests qu'il faut prioriser, lesquels sont-ils? Les 3 sous-tests qu'il faut absolument prioriser au Taj, ce sont le calcul, les conditions minimales et la logique. Ce sont les 3 sous-tests qui vont porter votre score. Vous devez viser minimum 50 sur 60 dans ces 3 sous-tests. À l'inverse, compréhension de texte, raisonnement, argumentation et expression, vous pouvez progresser assez rapidement au début. Vous pouvez atteindre les 35 sur 60, 40 sur 60, mais aller chercher les points qui sont au-dessus de 40 sur 60 dans ces sous-tests, c'est extrêmement difficile, extrêmement chronophage. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de fonctionner avec la structure de travail suivante. Vous allez commencer par réviser les cours de calcul. Vous n'allez faire aucun sous-test de calcul avant d'avoir terminé toutes les leçons de calcul. En parallèle de ces sous-tests, vous allez commencer les cours de conditions minimales. Une fois que vous aurez terminé les cours de conditions minimales, vous allez commencer à implémenter les cours de logique, puis les sous-tests de logique, etc., etc., en fonctionnant dans l'ordre suivant: calcul, conditions minimales, logique, raisonnement, argumentation, expression et compréhension de texte pour terminer. Ça ne sert à rien de travailler à la compréhension de texte si vous n'êtes pas très à l'aise en calcul. Ça ne sert à rien d'apprendre les locutions latines en expression si vous n'êtes pas excellent en logique. Donc vraiment, travaillez dans le bon ordre. La règle d'or que vous devez retenir, c'est qu'à la fin de vos révisions, vous devez avoir fait 2 à 3 fois plus de sous-tests de calcul, conditions minimales et logique que d'expression, compréhension de texte et raisonnement, argumentation. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir commencer à implémenter les Taj blancs, mais rappelez-vous qu'un candidat qui aura fait 10 Taj blanc, mais 25 sous-tests de calcul, conditions minimales et logique, aura un bien meilleur score le jour J qu'un candidat qui a fait 20 à 25 Taj blanc, mais qui ne s'est pas entraîné par sous-test auparavant. Donc retenez bien ce conseil numéro 1, structurez votre apprentissage correctement en visant les sous-tests à fort potentiel. Le deuxième conseil pour travailler efficacement son Taj, c'est de comprendre la réforme de janvier 2025. En janvier dernier, la FNEJ a fait une grande réforme du Taj en faisant 2 choses. La première, c'est qu'elle a supprimé les points négatifs, et à partir de janvier, une mauvaise réponse, c'est 0. Le deuxième changement que la FNEJ a fait, c'est qu'elle a appliqué un système de pondération par question, c'est-à-dire que les questions les plus difficiles rapporteront plus de points que les questions les plus faciles. Pour s'adapter à cette réforme, il y a 2 choses à faire. La première chose à faire pour s'adapter à cette réforme, c'est puisqu'il n'y a plus de points négatifs, il faut répondre à 100% des questions. Auparavant, il y avait une espérance de points qui était neutre, ça ne rapportait pas de points de répondre au hasard. Désormais, il n'y a plus de -1, alors ça devient rentable de répondre à tout. Pour devenir une machine à répondre à 100% des questions, il y a 2 étapes dans votre sous-test. La première, ça va être d'éliminer toutes les questions auxquelles vous savez répondre facilement. N'ayez pas peur de passer des questions, de laisser des rangs vides dans votre grille. Vous reviendrez sur ces questions dures plus tard. À la fin de votre sous-test, si vous avez fait le travail correctement, vous aurez répondu environ à 10 questions. Il vous restera 5 questions auxquelles vous n'avez pas pu répondre encore. Pour ces 5 questions, il va falloir fonctionner par élimination pour pouvoir augmenter votre espérance de points au fur et à mesure.
Je m'explique. Si vous n'avez pas su répondre à cette question, c'est que probablement que la réponse était dure. Je vous apprends rien. Mais en revanche, au Taj-Maj, c'est assez facile d'éliminer une, deux, voire trois propositions qui sont assez facilement repérables comme de mauvaises propositions. En compréhension de texte, par exemple, ça va être des réponses qui sont trop extrêmes, trop grossières. En calcul, quand vous allez connaître un petit peu les formules, vous allez vous rendre compte que s'il y a un cercle et que dans vos réponses, il n'y a aucun pi, c'est évidemment pas la bonne réponse. Bref, sans répondre totalement à la question, sans aller au bout de votre raisonnement, vous pouvez assez facilement passer de 5 potentielles bonnes réponses à 3 voire 2 potentielles bonnes réponses et donc gagner des points gratuits. La deuxième adaptation à la réforme, c'est l'adaptation à la pondération des questions. Il faut devenir des experts à aller chercher des questions difficiles pour aller chercher les questions qui rapportent le plus de points. Si on prend un peu de recul sur le Taj-Maj, qu'est-ce que c'est qu'une question difficile en calcul, en raisonnement, argumentation, en compréhension de texte, etc. En calcul, une question difficile, ce sera une question avec un problème mathématique assez difficile à trouver, une formule assez longue à développer, potentiellement quelques pièges. Mais si vous êtes très fort en calcul, normalement vous êtes capable d'aller trouver la bonne réponse à ces questions difficiles. En revanche, en compréhension de texte ou en argumentation par exemple, une question difficile ce sera une question qui est extrêmement subjective. Par exemple, l'auteur peut vous demander quel est le meilleur titre pour ce texte, la meilleure conclusion. Il y aura des réponses qui seront extrêmement proches, potentiellement plusieurs qui pourront convenir. Et vous aurez beau être le meilleur sur ce sous-test, passer 3 minutes sur la question, à la fin vous aurez pas plus une bonne réponse qu'un gars qui aura répondu au hasard. Donc l'adaptation à faire, c'est de devenir une machine à aller chercher les questions difficiles objectives et de délaisser le plus possible les questions subjectives. Donc retenez bien cette deuxième clé, comprenez la réforme de janvier 2025 pour maximiser votre score. Le troisième conseil que j'ai donné à Audencia en début d'année, c'est de devenir une machine dans les sous-tests rois pour viser 50 sur 60 en calcul, conditions minimales et logique. Alors oui, dit comme ça, 50 sur 60, ça paraît énorme, mais je vais vous donner des clés sous-test par sous-test pour pouvoir optimiser vos révisions. Pour le sous-test calcul, votre révision, elle doit reposer sur un principe qui est le principe du drill-based learning. Qu'est-ce qu'on appelle le drill? En fait, le drill, c'est l'apprentissage par la répétition quasiment à l'infini. Par exemple, quand j'étais fusilier marin au 2e RPIMA de Toulon, on nous apprenait à monter et démonter à l'infini notre FAMAS pour pouvoir le nettoyer. Au début, on prenait 30 minutes à tout démonter, on se perdait entre les pièces et on prenait 30 minutes à le remonter. Mais au bout de 100-150 fois à le faire, en fait, en 2 minutes, c'était plié. Il était démonté, nettoyé intégralement et remonté. Et en fait, en calcul, c'est la même chose. En fait, le pool de questions du sous-test calcul au Taj-Maj dépasse pas 200-250 questions. Donc quand vous allez les voir la première fois, vous allez buter dessus. Vous n'allez même pas comprendre l'expression mathématique qui se cache derrière l'énoncé. Mais quand vous aurez fait une fois, 2 fois, 5 fois la même question parce que vous aurez multiplié les sous-tests, et ben vous serez hyper à l'aise pour transformer l'énoncé en expression mathématique et le résoudre en moins d'1 minute. C'est pour ça que je vous dis que la courbe de progression, elle est linéaire. Plus vous allez en faire, plus votre score va grimper au fur et à mesure. Donc vraiment, n'ayez pas peur, il faut faire du volume en calcul, sinon votre score ne dépassera pas les 40 sur 60. En condition minimale, le principe est un peu le même. D'ailleurs, on dit que CM, c'est un peu le grand frère de calcul. Vous avez besoin de faire beaucoup de volume pour vous habituer au format des questions. Simplement, la principale difficulté en condition minimale, ça va pas être de connaître vos formules ou de réussir à traduire une expression, ça va être d'éviter les pièges. Un étudiant qui est absolument monstrueux en calcul, qui a par exemple 55 sur 60 de moyenne à tous ses sous-tests, faut continuer à stagner en CM parce qu'il oubliera toujours dans les propositions possibles, par exemple les nombres négatifs, les nombres décimaux, les nombres nuls, etc. Le principal conseil que je peux vous donner qui va vraiment vous faire passer un cap en CM, c'est de tenir un carnet d'erreurs. Au début, vous allez faire vos sous-tests, parfois vous aurez des mauvaises réponses parce que vous connaissez pas la formule, et parfois vous connaissiez la formule, mais vous allez tomber dans un piège du concepteur. Si à chaque fois que vous tombez dans un piège, vous corrigez juste et vous passez au sous-test suivant, vous allez finir par stagner dans votre progression. En revanche, si à chaque fois vous faites une erreur, vous la notez dans un carnet papier ou digital par exemple, comme sur STPrep, vous allez vous rendre compte au bout d'un certain temps que c'est toujours les 4-5 mêmes erreurs, les 4-5 mêmes notions qui vous font bloquer dans ce sous-test. Une fois que vous vous serez rendu compte de ça, quand vous allez réattaquer ce sous-test, en fait, vous allez pratiquement avoir ces erreurs en tête et c'est pratiquement ce que vous allez tester en premier. Résultat, vous tomberez beaucoup moins dans les pièges et votre score va exploser. Enfin, le troisième sous-test roi au Taj-Maj, c'est le sous-test logique. C'est également mon sous-test favori. J'avais eu 60 sur 60 en 2022 et en 2024. C'est le sous-test où vous allez le plus galérer au début. C'est normal, ces questions-là, on ne les voit qu'au Taj-Maj. Et à part si vous êtes vraiment bizarre, au début, vous n'aurez pas plus de 20 sur 60. Ça peut être décourageant, mais il y a des petites actions à mettre en place et vous allez voir, votre progression va vite décoller. Le premier conseil à appliquer absolument, c'est de connaître son alphabet absolument par cœur, donc les rangs alphabétiques. Pas la peine de compter sur vos doigts, pas la peine d'écrire l'alphabet devant vous. N'utilisez pas la méthode Ejoti qui va vous faire perdre plus de temps que ça. Vraiment, ça doit devenir automatique. Donc pour apprendre votre alphabet, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, évidemment, c'est les flashcards. Vous prenez 26 bouts de papier ou alors vous prenez une application comme Anki. Vous notez au recto A, au verso 1, au recto B, au verso 2, etc., etc. Si vous passez 1 heure d'apprentissage avec les flashcards, normalement, vous devrez avoir une base
assez solide. Le deuxième conseil pour apprendre son alphabet par cœur, c'est d'utiliser la mnémotechnie. Apprendre une lettre et un rang, qui sont juste au final une lettre et un nombre, ça peut ne rien représenter dans notre esprit. En revanche, si on associe ce nombre à une image mentale, c'est beaucoup plus facile pour notre cerveau de poser une petite poignée dessus pour venir le récupérer au moment où on a besoin de l'utiliser. Par exemple, le R, c'est la 18e lettre de l'alphabet. Si je vous dis maintenant R est égal à 18, vous aurez du mal à vous en retenir, dans 10 minutes, vous aurez pratiquement oublié. Je me disais pendant mon apprentissage, ok, 18, c'est 18 ans, la majorité, c'est à peu près l'âge de raison. R, c'est 18, R comme raison, raison est égal à 18. Autre exemple, le U est au rang 21, la forme de la lettre U me faisait penser à un verre, le 21 me faisait penser au pastis 51, donc je me disais, ok, U 21, c'est bon, je l'oublierai plus jamais. Donc faites vos propres images mentales, le plus elles sont décalées, le plus elles sont choquantes, le plus facilement votre cerveau va les encoder. Dernière technique pour apprendre ces rangs alphabétiques, on en a déjà parlé avec Simon, mais c'est de lire les plaques d'immatriculation dans la rue et de lire les plaques de rue. Arrêtez-vous 10 secondes, personne ne va vous regarder, les gens s'en souviendront pas, et essayez de déchiffrer K est égal à 11, R est égal à 18, L est égal à 12, etc., etc. Le deuxième conseil qui va structurer votre progression en logique, et vraiment qui va vous faire passer de candidat moyen à candidat excellent dans ce sous-test, c'est d'avoir un ordre de résolution des logiques. La principale faiblesse des candidats moyens, c'est de ne pas savoir par où commencer quand ils arrivent devant une logique numérique ou une logique alphabétique. En fait, si on vous a appris ou si vous avez vous-même défini un ordre de résolution, ce sera beaucoup plus facile pour vous de toutes les tester pour pouvoir trouver la logique qui relie tous les termes. Au début, évidemment, ça va être compliqué, vous allez devoir avoir votre ordre écrit à côté de vous et donc tester un par un. Est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un cube? Est-ce que c'est un nombre premier? Est-ce qu'il y a un écart entre C1 et C2, etc. Au fur et à mesure, ça va aller de plus en plus vite et à la fin, vous connaîtrez votre ordre logique tellement par cœur que ce sera une seconde nature pour vous de toutes les tester dans l'ordre. Sur Restez Prêt, on vous donne un ordre de résolution qui est prédéfini. On a également les sous-tests de logique qui sont les plus à jour du marché. Donc si vous voulez vous entraîner avec les meilleurs supports, c'est dans la description. Donc voilà pour la troisième clé, maximisez vos points dans les sous-tests rois pour viser 50 sur 60 minimum. Dernière clé pour structurer votre apprentissage au Taj Mahal, c'est d'appliquer la loi de Pareto dans les sous-tests mal aimés pour en faire vos alliés. Vous l'aurez compris, les 3 sous-tests mal aimés, c'est raisonnement, argumentation, compréhension de texte et expression. Ça veut pas dire qu'il faut pas les travailler, ça veut dire qu'il faut chercher à maximiser ces points dedans sans devoir y passer des semaines et des semaines de révision. D'abord, en raisonnement, argumentation, c'est peut-être le sous-test où vous allez le plus pouvoir maximiser vos points dans ces 3 sous-tests mal aimés. Si vous devez comprendre une chose en REA, c'est que c'est comme si c'était 2 sous-tests distincts, complètement différents, qui étaient accolés l'un à l'autre. D'abord, le raisonnement, donc qui est objectif. Vous avez des problèmes de calendrier, des problèmes de placement, de classement, etc. Et l'argumentation qui pour le coup est beaucoup plus subjectif, pour ne pas dire bullshit. Vous demandez quelle phrase soutient le mieux, soutient le moins, conclut le mieux, etc. Si vous avez une règle d'or à retenir pour ce sous-test, de ne jamais traiter les questions d'argumentation avant d'avoir traité toutes les questions de raisonnement. Que ce soit dans vos révisions ou le jour J lors de votre passage de Taj Mahal, si vous traitez à temps égal l'argumentation et le raisonnement, vous allez non seulement perdre du temps, mais laisser des précieux points sur la table. Une question difficile en raisonnement, ça va être par exemple un logigramme à 3 entrées. Effectivement, vous allez passer 2 minutes dessus, mais quand vous aurez la réponse, vous aurez la réponse. En revanche, une question difficile en argumentation, vous allez avoir 3 phrases qui potentiellement soutiennent le mieux le texte. Même si vous fonctionnez par élimination, à la fin, ça sera très difficile de trancher. Donc retenez bien ce conseil, faites la distinction entre ces 2 parties, voire même quand vous vous entraînez sur des sous-tests de REA, n'ayez pas peur de ne faire que le raisonnement pour faire plus de volume dessus, car si vous parvenez à trouver 8 bonnes réponses par exemple en raisonnement, vous aurez déjà sécurisé 32 points, et donc il vous manquera 2 bonnes réponses en argumentation pour aller chercher les 40 sur 60. En revanche, si vous vous perdez sur des questions d'argumentation, peut-être que vous allez passer 2 minutes dessus pour quand même choisir une mauvaise proposition, et donc pas avoir le temps de traiter potentiellement 2-3 questions de raisonnement qui étaient des points gratuits. L'avant-dernier sous-test du Taj Mahal, c'est le sous-test expression. On va évaluer votre capacité à repérer des erreurs de grammaire, à corriger des fautes d'orthographe, votre maîtrise du vocabulaire, etc., etc. Le problème avec ce sous-test, c'est que c'est potentiellement un puissant fou. Apprendre par cœur des définitions compliquées, apprendre toutes les règles d'orthographe, ça peut potentiellement prendre énormément de temps. Donc il faut concentrer ses révisions là où on peut gagner le plus de points le plus rapidement. En expression, le type de question qui va vous rapporter le plus de points avec le plus petit investissement sont les questions de cohérence textuelle. Ce sont les 5 dernières questions du sous-test. Si vous devez retenir un conseil pour le sous-test expression, c'est celui-ci. Traitez toujours ces 5 questions en premier. Elles sont assez faciles, assez intuitives. En plus, elles se suivent, donc quand vous avez trouvé le début de la cohérence du texte, généralement ça vous aide pour trouver les suivantes. La deuxième chose à retenir pour le sous-test expression, c'est que les questions d'orthographe, elles sont loin d'être insurmontables. Il y en a certaines
qui sont plus difficiles que d'autres, notamment celles où on vous demande de compter les fautes d'orthographe dans un texte. En revanche, les questions de repérage orthographique vous demandent de trouver quelle est la phrase qui n'est pas bien orthographiée parmi les 5 ou celle qui est bien orthographiée parmi les 5, sont beaucoup plus faciles à traiter. Ce qui va faire que vous allez passer de 25-30 sur 60 à 35-40, voire 45 sur 60 en expression. C'est vraiment d'acquérir une compréhension en profondeur de la langue française. Pour ça, il y a deux choses que vous pouvez appliquer. La première, je vous invite vraiment à avoir une lecture quotidienne. Même si c'est 10 minutes par jour, au pire, ça vous fera un peu de culture générale et ça va vraiment habituer votre œil à voir des phrases qui sont bien orthographiques. La deuxième, c'est si vous en avez la possibilité de travailler avec le projet Voltaire. Généralement, vos facs, vos BUT vous le rendent gratuit et c'est vraiment un super outil pour apprendre à repérer des phrases mal orthographiées. Donc voilà pour le sous-test expression. Concentrez-vous sur les questions qui tombent souvent et qui vont vous rapporter des points. Cohérence textuelle, orthographe. Et après, vous irez chercher les autres types de questions qui sont un peu plus rares, les corrections syntaxiques, les questions de par cœur, par exemple locution latine, proverbe, etc., etc. Et enfin, le dernier sous-test mal aimé, qui est le premier que vous allez passer le jour de votre épreuve, c'est compréhension de texte. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, compréhension de texte, c'est un sous-test qui se bosse assez bien. C'est assez facile de sécuriser des points assez régulièrement. La première chose à retenir en compréhension de texte, ça va être comme pour le sous-test raisonnement-argumentation, de parvenir à séparer les questions qui sont objectives des questions qui sont subjectives. Et vous allez vous rendre compte qu'en compréhension de texte, il y a deux types de questions. Il y a les questions de repérage, qui vous demandent d'aller chercher un élément dans le texte, et les questions d'analyse, qui vous demandent un peu de faire une lecture entre les lignes du texte pour livrer votre interprétation. Les questions de repérage sont les plus faciles. Vous avez la bonne réponse, si vous trouvez l'élément tangible dans le texte, vous aurez les points associés. En revanche, les questions d'analyse, quand on vous demande le meilleur titre, le meilleur résumé, etc., sont les plus subjectives. Et comme pour argumentation, vous aurez beau y passer 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30, vous pouvez toujours vous tromper entre deux réponses qui sont très proches. Donc pour vous adapter, retenez bien la règle d'or, il ne faut jamais traiter les questions d'analyse avant les questions de repérage. Avec l'expérience, vous allez apprendre à repérer ces questions, et donc vous allez pouvoir les traiter. Généralement, il y aura 2 questions d'analyse pour 3 questions de repérage. Vous pourrez les traiter en premier pour sécuriser les points, et ensuite vous pourrez aller chercher les questions d'analyse. Et enfin, le dernier conseil qui peut structurer votre apprentissage du sous-test CDT, c'est justement de travailler votre compréhension globale du texte. Une erreur que beaucoup de candidats font pendant ce sous-test, notamment parce qu'on l'apprend dans les livres, c'est de lire les questions avant de lire le texte, et donc d'essayer de retenir par cœur ces questions pour pouvoir les plaquer sur le texte. Et donc généralement, ce qui va se passer, c'est que effectivement, dans le texte, ils auront retenu l'élément qu'ils cherchaient dans leur question, mais ils n'auront rien compris au texte. D'autant que ce sont des textes qui sont assez techniques, parfois sur de l'économie, parfois sur de la géopolitique, sur l'écologie, etc. Et donc vous avez besoin de comprendre les concepts en profondeur. À l'inverse, ce qu'on vous conseille de faire chez AST Prep, c'est de lire une première fois en prenant tout votre temps. N'ayez pas peur, prenez 1 minute 30, 2 minutes, et de vous arrêter à la fin de chaque paragraphe pour laisser le temps à votre cerveau d'encoder l'information. Le risque, si vous essayez à tout prix de retenir les questions avant ou de souligner les éléments importants dès la première lecture, ça va être de ressortir de votre première lecture un peu la tête dans le guidon sans avoir compris la structure globale et donc de devoir repartir pour une deuxième lecture immédiatement. Laissez le temps au temps, déstressez-vous, 20 minutes c'est long, vous avez le temps de lire les 3 textes et de répondre aux 5 questions par texte. Donc travaillez votre compréhension globale, traitez les questions dans le bon ordre, d'abord repérage puis analyse, et vous sécuriserez un score suffisant en compréhension de texte. Donc voilà pour les 4 clés qui vont vous aider à réussir votre tâche mage en 2025. Numéro 1, structurez vos révisions correctement et soyez plus sous-test orienté que tâche mage blanc orienté. Numéro 2, comprenez la réforme de janvier et adaptez-vous-y pour maximiser votre score. Numéro 3, devenez une machine dans les sous-tests rois pour viser 50 sur 60 en calcul, CM et logique. Et numéro 4, appliquez la loi de Pareto dans les sous-tests mal aimés pour en faire vos alliés et donc viser 40 sur 60 en CDT, expression et raisonnement argumentation. Petit conseil en plus qui est le plus important de cette vidéo, pour avoir le meilleur score au tâche mage, il faut travailler avec les meilleurs supports. Le meilleur support du marché, c'est AST Prep. Sur AST Prep, vous avez des cours sur toutes les notions en vidéo avec des questions de cours pour appliquer tout de suite la notion que vous venez d'apprendre. Vous avez des cours en live tous les soirs pour pouvoir poser toutes vos questions au professeur. Vous avez 15 tâches mage blancs qui sont avec les questions les plus à jour du marché pour pouvoir travailler sur les questions que vous allez traiter le jour J. Si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, le lien d'AST Prep est dans la description. On vous souhaite bon courage dans vos révisions et on vous dit à très vite.